Bonjour à tous et bienvenue à la 10e vidéo de cette série consacrée aux prérequis incontournables. Aujourd'hui, nous voyons l'opérateur rotationnel. Cette vidéo, il faut savoir qu'elle fait suite à celle consacrée à l'opérateur divergence. Donc, c'est un processus qui nous permet d'analyser les différents opérateurs différentiels qu'on utilise en physique. On a vu gradient, on est parti de Nabla, on a vu le gradient, on a vu la divergence. Maintenant, nous sommes sur le rotationnel. Ici, vous avez deux lois qui utilisent chacune l'opérateur rotationnel. La première loi, c'est l'équation de Maxwell-Faraday qui nous dit simplement que le rotationnel du champ électrique est égal à l'opposé de la variation temporelle du champ magnétique. Là, vous avez l'opérateur rotationnel qui est appliqué au champ électrique, qui est une grandeur vectorielle. La deuxième loi n'est rien d'autre qu'une autre loi d'électromagnétisme qui est juste l'équation de Maxwell-Ampère. Oui, Maxwell-Ampère, qui nous dit que le rotationnel du champ magnétique n'est rien d'autre que mu0J plus 1 sur C carré dérivé de E par rapport au temps. Vous voyez ici que l'opérateur rotationnel s'applique encore à un champ vectoriel. Ce qu'on peut également constater, c'est que l'opérateur rotationnel appliqué à un champ vectoriel nous ressort un vecteur, donc une grandeur vectorielle. Donc il y a conservation de la nature du champ d'entrée. Mais je ne veux pas dire que ça peut s'appliquer à un champ scalaire. On est tous d'accord qu'il ne s'applique qu'à des champs vectoriels. Maintenant, voyons un peu le sens mathématique que ça peut avoir. Alors, ici, on va simplement dire que le rotationnel d'un champ vectoriel quelconque que moi j'ai appelé A de M, la composante du rotationnel de A de M dans la direction de NM, c'est pour ça que je mets scalaire, parce qu'on sait que U scalaire V, en fait, c'est comme la composante de U suivant V. Bien, la composante de V suivant U, c'est pareil. Donc, rotationnel de A de M scalaire NM, qui est la composante du rotationnel du champ quelconque vectoriel A de M dans la direction de NM, n'est rien d'autre que la limite lorsque DSM tend vers 0 du taux de circulation de mon champ en ce point. Donc, DSM n'est rien d'autre que l'élément de surface qu'on peut décrire autour de mon point M. Donc, si j'ai mon point M là, l'élément de surface, une surface vraiment élémentaire, infiniment petite que je peux décrire autour du point M, c'est ça qui est DSM. Donc, au premier ordre de DSM, on peut directement déduire que l'élément de circulation de mon champ ne sera rien d'autre que rotationnel de A, de M, scalaire NM, DSM. Donc ça, c'est au premier ordre de DSM qu'on peut avoir cette relation. Ceci peut nous aider à déterminer toutes les composantes de rotationnel de A, M. Bon, on peut dire des composantes du rotationnel de A de M dans la direction de NM, connaissant la circulation. Mais c'est une notion qu'on n'a pas encore vue, donc on ne peut pas l'aborder ici. On ne peut pas passer dans ce sens. Ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est une expression généralisée connaissant les coefficients métriques associés à chaque système de coordonnées ainsi que les coordonnées et les vecteurs de base de chaque système de coordonnées. Donc, je vous donne une expression qui va vous permettre à vous, pour n'importe quel champ vectoriel qui vous est donné, de déduire facilement le rotationnel de ce champ. Alors, allons dans le sens physique. Allons vraiment de façon physique. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information du rotationnel d'un champ quelconque? Qu'est-ce que ça nous donne? En fait, lorsque je viens dans mon espace tridimensionnel, x, y, z par exemple, ou bien 1, 2 croix, si je viens en un point M, disons que ça appartient à une nappe, on va dire, et que je viens décrire un élément de surface que je l'appelle DSM, c'est-à-dire si je prends ma normale sortante DSM, ceci c'est DSM porté par NM. Si je veux calculer le rotationnel d'un champ quelconque, A de M, qui s'étend dans cet espace tridimensionnel, alors qu'est-ce que ça va m'apporter comme information exactement lorsque je me situe au point M? Le rotationnel va me donner une information en termes de rotation locale de mon champ vectoriel. Ça veut dire que le rotationnel de mon champ vectoriel A de M
au voisinage du point M va juste me donner l'information sur le comportement comment dire, circulatoire de chaque ligne de champ de chaque ligne de mon champ A de M. Donc, lorsque j'arrive là, dans mon élément de surface, en calculant le rotationnel, je vais juste savoir s'il y a rotation de mon champ, de mes lignes de champ, du champ que je suis en train de calculer. Donc, si mes lignes de champ elles arrivent et que là, j'ai mon point M, je veux savoir comment ça se comporte là en termes de rotation locale. Je veux savoir juste comment ça se comporte et c'est ce que l'opérateur rotationnel me permet de savoir. Par exemple, si on a un champ de vecteur, un champ de vitesse par exemple, là c'est plus perceptible. Par exemple, on a un écoulement de fluide. Alors, le champ, le rotationnel de V de notre champ de vecteur en n'importe quel point M pris au hasard va simplement nous donner comme information la présence ou pas d'un tourbillon en M. C'est-à-dire dans le voisinage de M, est-ce qu'on a un tourbillon, c'est-à-dire une rotation locale des lignes de champ de la vitesse de mon fluide. Donc, c'est vraiment une analyse, comment dire, ça nous décrit la circulation locale, le tourbillonnement de notre champ vectoriel. Donc, ça, c'est le sens physique que peut apporter le rotationnel d'un champ vectoriel quelconque. Maintenant, allons au but de la vidéo. On va déterminer l'expression généralisée. On l'a donnée et on va voir comment elle se comporte. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de dire que le rotationnel d'un champ quelconque, bon, je vais l'appeler A, grand A, n'est rien d'autre que 1 sur H1, H2, H3, multiplié par, c'est comme une matrice en fait, H1, E1, H2, E2, H3, E3, que je vais multiplier. Et bon, ça c'est la première ligne. Deuxième ligne, dérivée par rapport à U1, qui est la dérivée partielle par rapport à la première composante, par rapport à la deuxième composante et par rapport à la troisième composante. Ça c'est ma troisième ligne. Quatrième ligne, j'ai H1, A1, qui est ma composante, ma première composante de A. Donc A, qu'on a là, c'est juste A1, A2, A3, suivant le système de coordonnées où on se trouve. Donc j'ai H2, A2, H3, A3, où les H1, H2, H3 sont les coefficients métriques. Alors, de façon extensive, on va essayer de développer ce que ça nous donne. On a donc le rotationnel de mon champ A de M, qui n'est rien d'autre que 1 sur H1, H2, H3, que je vais multiplier par quoi? Je sais déjà à partir de ceci que le rotationnel d'un champ vectoriel n'est rien d'autre qu'une grandeur vectorielle. Ça veut dire que si j'ai à faire un calcul de déterminant à partir de ceci, je ne peux passer que par la première ligne. Parce que sur cette ligne, on a des grandeurs vectorielles de partout. Je ne peux pas aller en colonne parce que là, il y a une différence de nature, d'entité mathématique. Donc, pour le calcul de ceci, je vais aller en ligne, ce qui va me permettre de faire quoi? Donc, ce que je vais faire, c'est H1, c'est exactement comme un calcul de déterminant. Je vais faire ça fois le déterminant de la sous-matrice que j'obtiens, fois moins 1 à la puissance 1 plus 1. Donc, on rappelle juste l'expression d'un déterminant, mais ce n'est pas le but. Vraiment, déterminant d'une matrice A, c'est comme la somme des I, J. On bloque I, on fait varier J, ou bien à l'inverse, des A, I, J, fois moins 1 à la puissance I plus J, fois la matrice qui s'obtient en barrant la I-ème ligne et la J-ème colonne, tout simplement. Donc là, si je prends pour ceci, je vais mettre H1, déjà, qui va multiplier quelque chose, je vais multiplier par E1. Donc, ça et ça, je vais obtenir cette petite matrice que je calcule le déterminant qui n'est rien d'autre que la dérivée par rapport à U2 de ça, c'est-à-dire, bon, allez, je vais noter ça en noir, dérivée de H2, H3, A3 par rapport à U2 moins dérivée de H2, A2 par rapport à U3, de tout porté par E1. Parce que là, on sait que comme nous sommes au premier élément, on a moins 1 à la puissance 1 plus 1, donc c'est 1. Il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on se retrouve là, en position 1, 2, on a moins 1 à la puissance I plus J qui nous donne moins 1 à la puissance 3, c'est-à-dire
moins 1. C'est pour ça qu'ici, on va avoir du moins. Et là, je déduis également, j'ai H2 que va multiplier quelque chose porté par E2. Bon, pour essayer de resserrer l'expression, que ça tienne sur une ligne, on va faire moins H2. Allez, ça doit tenir sur une ligne. Donc, lorsque je viens, je barre cette ligne, et là, j'obtiens la dérivée de H3. A3 par rapport à U1, moins la dérivée de H1 A1 par rapport à U3. Donc, je barre ça, et ça, je fais ça. Là, dérivée de H3 U3 par rapport à U1, moins dérivée de H1 A1 par rapport à U3. Ceci, ce sera porté par E2. Je mets maintenant plus H3 parce que là, j'aurai moins 1. Je suis à la position 1, 3. Première ligne, troisième colonne. Donc, moins 1 à la puissance 1 plus 3, c'est 1. C'est pour ça que j'ai plus H3 qui va multiplier. Maintenant, quoi? Lorsque je barre ça et ça, j'obtiens dérivée de H2 à 2 par rapport à U1 moins dérivée de H1 à 1 par rapport à U2. Le tout porté par E2, E3, je veux dire. Donc, c'est tout ceci qui est le rotationnel de mon champ vectoriel A de M. Donc, c'est tout ceci. A1, A2, A3, ce sont les composantes de mon champ. Et à partir de ceci, je peux déduire pour n'importe quel système de coordonnées, tout simplement. Donc, par exemple, en coordonnées rotationnelles de A, en coordonnées cartésiennes, ne sera rien d'autre que 1 sur 1, ça fait 1. Donc, ici, j'ai H1E1 qui est I, J, K. Ici, j'ai dérivé par rapport à X, dérivé par rapport à Y, dérivé par rapport à Z. Et ici, j'ai H1A1, c'est-à-dire AX, AY, AZ. Ceci va me donner un vecteur qui aura pour composante quoi? Donc, lorsque je barre ça et ça, j'obtiens dérivée de AZ par rapport à Y, moins dérivée de AY par rapport à Z. Donc, j'ai barré ça et ça, j'ai obtenu ça, et ainsi de suite. Maintenant, quand je passe là, alors, j'aurai moins. Donc, je barre ça et ça, j'ai dérivé de AZ par rapport à X, moins dérivé de AX par rapport à Z. Et en dernier lieu, je barre ça et ça, j'ai dérivé de AY par rapport à X, moins dérivé de AX par rapport à Y. Ça, ce sont les composantes de mon rotationnel en coordonnées cartésiennes. Si je le veux maintenant en coordonnées cylindriques, alors qu'est-ce que j'aurai? Sera tout simplement, bon, je peux directement utiliser ça, hein. Je peux utiliser ça directement. Donc, qu'est-ce que j'ai? 1 sur R fois quoi? Je sais que j'aurai 3 vecteurs. Donc, le premier, c'est ceci. H1, je sais que c'est 1. H2R, H3, c'est 1. Donc, dérivé de H3 à 3, dans la première composante, j'ai mis H1, c'est 1, donc je laisse. J'ai la dérivée de H3 à 3, c'est-à-dire AZ, dans la dérivée de AZ par rapport à U2, U2 qui est θ, moins dérivée de H2 A2, H2 c'est quoi? C'est R, A2 c'est Aθ, par rapport à U3, U3 qui est Z. Donc voilà par exemple ce que j'ai. Deuxième composante, là j'ai moins, que va multiplier H3 à 3, c'est-à-dire 1 fois AZ. Donc j'ai dérivé de AZ par rapport à U1 qui est R, moins H1 à 1, c'est-à-dire dérivé H1 c'est 1, dérivé de AR par rapport à U3, U3 qui est Z. Il est à noter ici que AZ ne veut pas dire qu'il est uniquement en fonction de Z, c'est juste la composante suivant Z de A. Ça peut être fonction de R, θ et Z encore. Donc, troisième composante. Bon, ici, c'est multiplié bien sûr par R2, donc on a du moins R là, parce qu'il y a H2 qui est R. Donc là,
qu'est-ce qu'on a? Dérivée de H2 à 2, donc dérivée de R fois qui? A2 qui est Aθ, par rapport à U1, U1 c'est R, moins dérivée de H1 à 1, moins dérivée de H1 à 1, c'est-à-dire dérivée de AR, par rapport à U2 qui est θ, tout simplement. Et ici, ouais, ça va, oui, tout est bon. Donc voilà par exemple les composants du rotationnel de A en coordonnées cylindriques. En sphérique, vous faites pareil. Donc c'est tout simple. En sphérique, vous faites pareil. Vous remplacez juste les coefficients métriques par ceux qu'ils valent et vous avez l'expression en coordonnées sphériques. Donc c'est tout pour cette vidéo consacrée à l'opérateur rotationnel. Donc je vous laisse faire le cas sphérique, mais c'est rien, hein. Vous remplacez juste les coefficients H1, H2, H3 respectivement par 1, R, R sinus θ. Vous remplacez également U1, U2, U3 par R, θ et phi. Vous remplacez E1, E2, E3 par ER, Eθ et phi. Vous avez l'expression du rotationnel en n'importe quel système de coordonnées. Alors, en complément à la 10e vidéo consacrée aux prérequis incontournables qui concernait l'opérateur rotationnel, je voulais rappeler deux propriétés fondamentales à propos de cet opérateur. Donc, si on vous demande de calculer le rotationnel du produit d'un champ scalaire et d'un champ vectoriel, sachez que vous pouvez simplement utiliser la relation suivante. Bon, là, on a un opérateur, on a un champ scalaire, un champ vectoriel. On sait que le rotationnel d'un champ vectoriel est un champ vectoriel. Donc, logiquement, on devrait en créer un avec notre champ scalaire alpha de m qu'on va multiplier par le rotationnel de A de m. Ceci, ce sera un vecteur. Maintenant, on va l'additionner au gradient. On va essayer de transformer mon champ scalaire alpha de m en un vecteur. Donc, on aura gradient de alpha de m que je vais faire en produit vectoriel avec A de m. Donc, ceci peut vous aider pour certaines applications. Et aussi à noter, le rotationnel du gradient de n'importe quel champ scalaire est tout simplement nul. Donc, pour rappeler également, c'est pareil pour la divergence. Je ne l'ai pas rappelé dans la vidéo précédente. La divergence du rotationnel de n'importe quel champ vectoriel est tout simplement nul. Donc, vous pouvez retenir ceci. Il y a une façon mnémotechnique de le retenir. Vous pouvez simplement dire qu'un roti gras est nul ou un divers roti est nul, tout simplement. Maintenant que vous savez que pour tout point M, lorsque vous calculez par exemple le rotationnel de votre champ vectoriel A de M, supposons que c'est notre champ, ça c'est une ligne de champ de mon champ vectoriel A de M. Ça vous permet juste, vous savez déjà que ce que ça vous donne comme information, c'est juste de calculer, de déterminer en fait le comportement tourbillonnaire des lignes de ce champ vectoriel autour du point M, c'est-à-dire en fait comme la vorticité. Donc par exemple là, nous avons notre point M. Et pourquoi c'est un champ vectoriel? C'est un champ vectoriel parce que ça nous permettra de connaître l'orientation, par exemple de l'axe autour duquel l'axe défini à partir du point M et autour duquel les lignes de champ courent. Donc ce sera tout pour cette vidéo, cette série. On passe la série pour la 10e vidéo et je vous donne suite à la prochaine qui sera consacrée, elle, à l'opérateur laplacien. Au revoir.